Bonjour à tous, je suis Marie-Alice Lincoln d'Archistorm et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous Zoom sur consacré à l'optimisation des espaces extérieurs en compagnie de Patrick Fraîche, directeur projet chez Caio Outdoor Design. Donc c'est la troisième fois que nous nous retrouvons avec Patrick autour d'un nouveau thème sur les extérieurs et les espaces, la façon donc de les optimiser et de les aménager. On va tout de suite voir cette question ensemble. Juste avant, peut-être une précision, puisque cette rencontre donc s'inscrit bien dans notre cycle dédié aux matériaux innovants à destination donc des professionnels de l'architecture. Et je vous invite réellement à engager la conversation, à prendre part à la discussion. On a vraiment pensé cette rencontre aussi dans l'esprit d'une table ronde. Donc pour cela, vous pouvez utiliser l'onglet Discussion qui se trouve en bas de votre écran et nous poser directement par écrit vos questions. On prendra bien sûr le temps d'y répondre et de cette façon, tout le monde peut participer dans un sens. On va peut-être commencer par présenter Caio Outdoor Design, Patrick, si vous voulez bien. Oui, alors d'abord, bonjour à tout le monde. Caio Outdoor Design, c'est la marque qu'utilise la société Caio. On est une société familiale qui est d'origine italienne. On est basé à côté de Venise. Aujourd'hui, donc, on est à peu près 600 collaborateurs. On vend dans 72 pays. Pour la France, donc ce qui nous intéresse, on a une unité de production qui est basée à côté de Paris, à Chartres, où on va produire une partie de la gamme de nos produits. Voilà, notre métier, en fait, c'est concevoir, produire tout ce qui est système de protection solaire en aluminium. Donc, on part vraiment de la conception du lingot d'aluminium jusqu'au produit fini et vraiment jusqu'au projet, à la gestion du projet final, vraiment avec l'application du produit. Voilà un peu notre profil. Et justement, vous dites que vous êtes concepteur et producteur de solutions d'ombrage. Quel est le processus, finalement, les étapes de la conception et de la fabrication de vos produits? Alors, d'abord, la première étape, c'est quand on produit, on crée une nouvelle solution. Ça part d'un besoin d'un marché. Donc, c'est pour ça on est quand même très à l'écoute de ce qui peut se passer au niveau de la planète. C'est un produit pour la France, par exemple. On va avoir des retours, soit à travers des véritables défis que nous lancent les architectes, soit à travers des retours marché, on va dire des retours des utilisateurs de nos produits pour faire évoluer ou pour créer des nouveautés. Donc, ça, c'est vraiment ce qui fait partie aussi de notre ADN, c'est en permanence des brevets, des innovations sur nos produits. Donc, il y a cette partie remontée d'infos du marché, conception, projetation avec le bureau d'études. À partir de là, on crée tout ce qui est moule pour pouvoir produire nos pièces en aluminium ou nos matrices. De là, toujours tout en interne. D'ailleurs, je pense que je pourrais mettre, j'ai une vignette, je peux la partager, non? Oui, bien sûr. Ok. Voilà. Donc, pour rappeler que notre premier métier, c'est la fonderie, c'est l'aluminium. Et de là, on va avoir ces étapes-là, en fait, donc retour marché, recherche et développement, la fabrication des moules. Là, on a deux technologies de fonderie, gravité injection. On va faire toujours en interne tout ce qui est thermolacage et tout ce qui est assemblage de kits ou de micro-mécanismes
pour pouvoir après passer à la réalisation d'un produit fini. Voilà. D'accord. Et donc, Ce sont un peu les... à partir de ce Pardon. procédé, non, mais on peut continuer. À partir de ce procédé, justement, quels sont les systèmes structurels et les technicités que vous proposez? Donc, forcément, dans le développement de ces systèmes, aujourd'hui, la protection solaire, c'est quand même un univers qui est assez large. On va essayer de couvrir ce panel et on va avoir, on va dire, 5 macro-familles qui sont la famille, alors celle d'où on vient, l'origine la plus ancienne, c'est le Storban, où on va avoir vraiment une multitude de systèmes qui permettent de gérer des dimensions différentes, qui permettent d'avoir des designs différents, avec des applications différentes. Donc ça, c'est de là où on vient, on va dire. Ensuite, forcément, avec l'importance que prend la protection solaire, notamment au niveau euh, du bâtiment, de l'économie d'énergie, on a développé d'autres gammes qui sont le screen, qu'on voit ici, pour pouvoir faire des protections, des blocs au niveau des façades vitrées de nos nouvelles maisons ou immeubles. Donc là, on a toute une gamme de screens. En parallèle, on a aussi créé trois univers, la pergola avec membrane. Alors ces trois univers, ils viennent vraiment d'une forte demande de marché de je veux vivre à l'extérieur, je veux avoir un certain confort à l'extérieur. Donc à partir de là, on a trois familles. Les pergolas, ce qu'on appelle pergola Genus, avec les membranes en empaquetement, en roulement. On a plein de solutions, on a à peu près 22 modèles de pergolas. Puis, il y a les bioclimatiques, donc, qui est la pergola à la mode, avec des lames orientables rétractables, et voilà, on a avec différents types d'options du vitrage, de la descente verticale avec micro-perforé, ce genre de choses. Et on va avoir après tout ce qui est, bon ça on est un des rares à proposer ça, tout ce qui est voile d'ombrage enroulable, qui permet d'avoir, alors là on est dans un univers d'ombrage, mais très accentué sur le design, où on va reprendre tous les codes du nautisme. Voilà, ça c'est notre univers. Alors la gamme elle est très large. C'est à la fois ce qui la rend difficile à utiliser, mais c'est sa richesse, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on est en échange avec un architecte sur un projet, d'une part, on peut amener des conseils objectifs, et on va être capable de proposer plus une bioclimatique qu'une pergola standard en membrane, parce qu'il y a de véritables points techniques, alors que si on n'avait que la bioclimatique, forcément, le conseil ne serait peut-être pas aussi objectif. Voilà. On va peut-être voir des exemples juste après. Je vous interromps 2 minutes parce qu'on a une question qui aborde plutôt notre question précédente sur les étapes de fabrication. Donc, je reviens rapidement juste dessus. Est-ce qu'elles sont toutes réalisées à Chartres ou une partie Alors, toute la partie, on va dire, métallique, elle est concentrée sur l'usine qui est à côté de Venise, où c'est là, où c'est dans ces 20 000 mètres carrés, où on va avoir les presses à injection pour faire les pièces alu. On va avoir la calandre pour fabriquer les tubes d'enroulement qu'on voit sur l'image de droite. Donc, à Chartres, en fait, on va faire la dernière partie.
l'assemblage, c'est-à-dire qu'à Chartres, on va avoir les pièces qui sont déjà laquées, déjà mécanisées, déjà assemblées. On va les prendre, on va acheter des rouleaux de toile, on va confectionner la toile et on va mettre la partie tissu avec la partie métal. Et on va faire des stores sur mesure sur place. Voilà. D'accord. Là, dans le développement du produit, il y a tout un process qui tourne autour de l'aluminium. Et après, quand on a validé ce process et qu'on a le système aluminium, après, il y a une partie application. C'est quelle toile, quel moteur je mets dans mon système. Et ça, c'est la partie pour le marché français qui est fait à chaque fois. D'accord, très bien. Merci pour la précision. Peut-être pour revenir donc aux différentes solutions d'ombrage que vous présentiez juste avant, le fait finalement d'avoir toutes ces solutions, ça permet de vous adapter à chaque besoin, à chaque projet. Quels sont les critères? Pourquoi vous allez plus conseiller l'un ou plus l'autre selon la situation? Est-ce qu'on peut voir un exemple aussi? Alors, oui, parce que en fait, c'est là où chaque produit, on peut pas rentrer dans le détail parce que ce serait vraiment trop long. Chaque produit a des points forts, a des caractéristiques qui le rendent entre guillemets, qui le rendent unique. Euh, Ça peut aller, exemple, j'ai alors, première solution, j'ai une terrasse qui est relativement importante, du style 13 mètres de large par 9 mètres d'avancée. Dans les contraintes que me donne mon client ou l'architecte, zéro poteau sur la terrasse. Je veux absolument quelque chose qui me protège de la pluie, du vent fort, du soleil, et avec un budget le plus serré possible parce que c'est la destination, c'est pour un restaurateur par exemple. Je vais plutôt m'orienter vers ce type de produit. Parce que ce type de produit se décline sans poteau, donc 13 mètres de large, c'est-à-dire que dans ce sens, sur la façade, je peux mettre une membrane de 13 mètres qui va se déployer vers 9 mètres. Et à l'intérieur de cette surface, je n'aurai pas de poteau. Pourquoi? Parce que j'ai un modèle dans cette typologie de produit avec des sections de profil qui sont conséquentes, hein, qui me permettent, tout en résistant du vent jusqu'à force 9, à pouvoir me garantir une protection pluie, vent, soleil sur 9 mètres avec un coût imbattable. Parce que j'ai qu'un système qui arrive à me couvrir tout ça. Si je voulais absolument le faire en lame orientale, je serais obligé de mettre plusieurs modules. Alors certes, j'arriverai à couvrir la zone, hein, mais je ne répondrai pas à la contrainte budget et je ne répondrai pas à la contrainte nombre de pieds sur la terrasse. Ça, c'est un exemple. Après, voilà, je veux quelque chose de très aérien, très léger. Je veux que quand j'appuie sur un bouton, pratiquement tout disparaisse. Si c'est vraiment ça dans la recherche du minimalisme, du design, on va quand même évaluer ce produit, le produit voile. C'est un peu sa force. Très bien. Voilà, il y a tout plein d'aspects comme ça. De toute façon, la base de nos échanges avec les architectes, c'est toujours, avant de dire la solution produit, c'est d'abord quels sont Les besoins. les besoins. Qu'est-ce que vous voulez vivre sur cet espace? Qu'est-ce que vous voulez amener à votre client? Et après, on essaie de partir de loin et de se rapprocher de la surface à couvrir. Et là, après, on rentre vraiment on cherche dans notre bibliothèque produit les éléments. Alors, il peut y avoir deux, trois alternatives, hein, et après, le choix reste au client final ou à l'architecte. Peut-être qu'on peut aborder l'exemple de la Villa d'Antibes, justement, parce qu'il me semble qu'il y a plusieurs solutions sur ce projet et qui sont assez complémentaires. Ouais, alors effectivement, c'est un exemple qu'on a choisi. Alors, la villa, voilà, ça c'est la villa d'Antibes.
Donc, comment on est arrivé là? On est arrivé là un peu par hasard, mais un peu par hasard dans le sens où on était en train de collaborer avec un designer italien sur la création d'un store ban très design, très cubique. Et on a fait un communiqué de presse et l'architecte qui était en train alors, même pas de dessiner la villa, qui était en train de suivre la réalisation, chercher un store qui puisse se fondre, vous voyez, dans ces acrotères, les acrotères blanches qu'on voit autour de la façade. Et il voulait que le store soit complètement invisible et juste quand on appuie sur le bouton, hop, on comprenne qu'il y a un store dans cet acrotère. Donc, il avait vu l'esquisse du designer et il attendait désespérément que ça sorte. Donc, on s'est rencontrés. Ce store, c'est celui-là. Donc, c'est le modèle Cubica. Donc, ce designer a créé trois solutions, une un peu plus, vous voyez, très horizontale, ça c'est ça s'appelle Cubica Flat, une un peu plus verticale et une autre un peu hybride. Si on reste sur ce store-là, donc forcément, on s'est rencontrés, moi j'ai pris connaissance de la maison, de son projet, on a un peu échangé sur son projet extérieur. Donc là, l'idée, c'était, je veux couvrir ma zone repas. Et donc, je veux que ça se fonde dans l'acrotère. Donc, ce store, à la base, il est fait pour jouer sur le bicolore. Là, on oubliait le bicolore, il fallait que ce soit blanc, la toile blanche et vraiment le store le plus compact, discret possible. Voilà ce que ça peut donner une fois ouvert. Donc, la zone d'ombre pour les repas. Là, on est sur une façade plein sud. La zone repas était gérée par ce store. On peut faire des dimensions 7 mètres de large par 4 mètres de distance. Là, de mémoire, on est sur un 6,50 par 3,60. Voilà. Donc, une fois qu'on a géré, qu'on lui a donné cette solution, donc en discutant, l'architecte m'explique qu'il a envisagé de mettre des parasols autour de la piscine. Ça, c'est une maison, c'est pas un hôtel, hein, c'est une maison d'utilisation privée. Et c'est là où, quand on voit les matériaux qui ont été utilisés, le design de cette maison, mettre un commun parasol était un peu dommage. Donc, je lui ai proposé ce modèle-là, le modèle Colibri, qui est en fait un modèle hybride entre un parasol pourquoi? Parce qu'il a un pied, parce qu'il est déporté, qu'il est lesté, et la technologie de nos voiles enroulables motorisés. Donc voilà ce qui se donne le produit, c'est j'ai une base qui va être lestée, j'ai ce mât qui est incliné mais qui tourne quand même à 360 degrés, c'est-à-dire que la baume de ma voile peut pivoter et tourner vraiment de repos, ce qui va permettre de gérer la zone où je veux être à l'ombre et de pouvoir déplacer mes transats. Donc l'application était idéale. Alors, juste un détail, cette plateforme, dans un deuxième temps, on l'a intégrée dans le sol. Parce qu'en fait, on a cette possibilité. Là, il y avait un caractère d'urgence parce qu'il voulait occuper de suite la maison. Mais en fait, on va sceller uniquement le disque de 30 cm qui est ici. Donc, comment ça se passe? J'ai cette plateforme, je dégoupille ce levier et mon mât est capable de tourner tout autour. Donc, je vois ouvert, fermé. Voilà, donc ça c'était donc un remplacement de deux parasols en termes d'impact de design et c'était la motivation principale, c'est d'avoir quelque chose de très marqué en termes de ligne. Quand vous voyez le soin qui est apporté aux végétaux autour, donc forcément, quand j'ai proposé ce produit,
j'imaginais que le client final allait être sensible à cet objet de design, parce que ce modèle-là s'appelle Colibri. C'est un objet de design. Il est couplé techniquement avec un anémomètre. Quand il y a trop de vent, il se replie tout seul. On le pilote avec une télécommande. Tout est électrique. Voilà. Ça, c'était les deux zones. Et puis, voilà, c'est vraiment, ça s'est fait même dans le temps, sur deux étapes. Et l'autre problématique que m'a amené l'archi, c'est, je ne sais pas, j'hésite encore donc là, j'hésite encore, comment on pourrait faire pour couvrir ma cuisine d'extérieur. Sachant que ma cuisine d'extérieur, c'est, on va dire, un gros rectangle qui fait 8 par 3,50, et que je ne veux pas que mes lames au-dessus de la tête soient gérées avec deux modules. Je veux vraiment que ce soit une toiture. Donc là, on a la particularité d'avoir un modèle spécifique où on peut, sur 8 mètres, faire fonctionner une série de lames. L'idée, là, c'était d'avoir, vous voyez quand même, il y a du mobilier qui est de qualité, avec des plans de travail en marbre. C'était de pouvoir, l'hiver, complètement fermer ma cuisine d'extérieur. S'il y a une belle journée en hiver, j'appuie sur un bouton et je peux de suite la remettre en fonction. Donc, on a proposé ce modèle de pergolable climatique. Le choix de ce modèle, parce qu'on a des modèles où les stores sont intégrés dans le bandeau, mais qui s'arrête avec un module jusqu'à 6 mètres, et on doit le coupler à un autre module. Ça, c'était rédhibitoire pour l'architecte. Donc, on a une seule ligne, une seule toiture, et on va fermer les espaces. Donc, on a l'espace comptoir. On est sur un petit peu moins que 6 mètres. Les accès et le périmètre avec le four à pizza derrière. Donc, tout ça est géré en domotique. Et on peut le mettre en position hiver, où on va pouvoir descendre. Toujours, on reprend tous les codes du blanc partout, tous les éléments devaient être blancs. Voilà un peu le profil. Si je retourne sur la vue générale qui donne le compte rendu, j'ai mes deux colibris qui gèrent l'espace piscine, j'ai mon Cubica qui gère l'espace repas, et j'ai ici à droite ma cuisine d'été. Voilà. On comprend bien qu'en effet, du coup, chaque système répond à un besoin différent. J'ai une question par rapport aussi à la situation, à la résistance aussi des différentes solutions. Bon, c'est fait pour le soleil, bien sûr, mais par rapport au vent, par rapport à la pluie, par rapport peut-être à l'air marin aussi, voilà, quelle est la résistance et quelles sont aussi peut-être les contraintes d'entretien? Alors, ouais, effectivement, là concrètement sur ce projet, on a trois zones qui n'ont pas les mêmes prestations en termes de résistance au vent. C'est pour ça que j'ai parlé, j'ai dit que sur la colibri, obligatoirement, il y a un anémomètre qui va jouer le rôle de sécurité vent. Ici, on est sur un produit qui, en termes de vent, on va être sur des résistances au vent à peu près de force 3, donc qui correspond à la classe 1 en termes de normative CE. Sur le Storban, on est sur un palier au-dessus, puisqu'on va être en classe 2 sur ce store, ce qui correspond à force 4-5. Et après, sur la pergola, on est en force 9. Donc ça, j'avais préparé quelque chose par rapport au vent. Tous nos produits sont étalonnés au vent. C'est une obligation en termes normatifs.
Et c'est aussi pour nous l'occasion de montrer les prestations de nos produits. Donc, on étalonne la classe CE à un équivalent en Beaufort. Si je prends la pergola qui est sur la photo, vous voyez que même dans les plus grandes dimensions, on est en couleur verte qui correspond à la force 9. C'est ce aussi aujourd'hui qui, dans nos classements produits, un store, ça s'arrête à la classe 2. Une pergola, c'est classe 6, c'est la force 9. Pour nous, derrière le mot pergola, c'est obligatoirement du vent fort, c'est obligatoirement de la pluie et évidemment de la protection solaire. C'est comme ça qu'on arrive à organiser les produits dans les familles. Je ne sais pas si je dois rentrer dans le détail sur comment sont faits les tests au vent ou ce genre de choses, mais c'est des moments on imagine un petit peu. Donc, on a bien aussi compris que toutes ces structures, elles étaient faites sur mesure finalement, comme vous le disiez. Vous adaptez à chaque projet selon la discussion avec les architectes. Alors, elles sont faites sur mesure dans le sens au millimètre près, mais je dirais même plus loin dans les contextes de projet, quand notre cellule projet travaille sur un projet spécifique pour un atelier, pour un architecte. On peut même aller jusqu'à créer une spécificité au produit. C'est-à-dire, je ne sais pas, je prends un exemple qui me vient à l'esprit, je suis dans un contexte j'ai une pergola que je dois mettre entre 3 murs, c'est un endroit qui reçoit du public, sensibilité par rapport au bruit que peut générer les 50 ou 60 personnes qui vont être dans l'espace, déjà pour leur qualité sonore acoustique sur la terrasse et éventuellement pour les nuisances sonores à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a déjà fait? C'est-à-dire que par exemple, sur une structure similaire à la lame, je vais intégrer en sous-toiture une membrane technique qui est un peu une membrane similaire à celle qu'on utilise dans les plafonds tendus à l'intérieur, qui va faire que le bruit va passer à travers, va taper sur la deuxième toiture, et quand il redescend, en fait, quand il rebondit, il est amorti. Si c'est par exemple pour l'extérieur, je vais peut-être utiliser des membranes on a une membrane cristal qui est particulièrement performante dessus, qui va descendre entre 10 et 15 décibels, qui va amortir le son et qui va, alors c'est pas un studio d'enregistrement, hein, mais ça va déjà amener des performances par rapport au bruit des nuisances sonores qui peuvent être constatées à l'extérieur de ma zone terrasse. Voilà, ce sont des particularités, des supports spécifiques. Si on est, par exemple, j'ai en tête le Café de Paris à Monte-Carlo, où on avait dû créer des poteaux avec des moulures pour rappeler l'architecture qui était autour. Donc voilà, on sait faire ce genre de choses. C'est même, je veux dire, notre origine. Voilà, du moment où derrière il y a des exigences, un budget qui va en conséquence, on est capable de vraiment, et c'est ce qui est aussi excitant dans notre job, c'est de répondre un peu au délire les plus fous des architectes. Et je reçois 2 questions justement. Alors, est-ce que les toiles verticales qui ferment les pergolas peuvent être logotées et est-ce qu'il y a la possibilité d'intégrer un éclairage? Alors, bien sûr, l'éclairage aujourd'hui est quelque chose de commun dans les pergolas. On va avoir, selon les pergolas, si je prends cette pergola par exemple, qui est ici, j'ai 3 zones d'éclairage possibles.
J'ai une zone d'éclairage sur le périmètre extérieur pour dire, voilà, j'ai une pergola. En général, c'est plus le professionnel qui va vouloir baliser sa terrasse. J'ai après un éclairage interne sur le périmètre qui permet de voir sur la terrasse. Et je peux également, sur ce modèle, avoir de l'éclairage dans les lames qui va me permettre, selon l'inclinaison de la lame, d'avoir un éclairage d'ambiance ou vraiment un éclirage direct à la verticale de la table. Voilà. Donc ça, c'est l'éclairage aujourd'hui quand on pense à un nouveau produit, on l'intègre forcément. Là, tous les câbles passent à travers toutes les travées. Toute la partie gestion électronique se fait à l'intérieur d'un poteau. On a accès quand on veut à n'importe quel moment de la vie de la structure. Donc, c'est quelque chose qui est abordé. Pour la première question, bien sûr, les logos sont possibles du moment où la membrane qui va être choisie permet d'appliquer un logo. Ouais, certaines points le permettent. Très bien, bah, merci beaucoup pour ces précisions. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un petit mot pour conclure, peut-être un conseil aux architectes qui souhaitent optimiser leur espace extérieur. Je pense qu'on a dit pas mal de choses. Ouais, c'est difficile de donner un conseil de façon générale. Le conseil, je dirais, c'est ce dont on a parlé précédemment, c'est échangeons ensemble. Vous avez l'expérience sur la création de projets. Vous avez parlé avec votre client. Consultez-nous, échangeons. Échangeons parce qu'il y a peut-être des solutions que vous ne connaissez pas ou des solutions qu'on n'a pas encore créées. Et c'est parce que vous allez nous lancer des défis qu'on va pouvoir faire évoluer les produits et faire des choses spécifiques pour votre projet qui vont s'avérer peut-être intéressantes et à essayer de rendre populaires dans nos structures. Voilà, c'est un peu Merci beaucoup. l'idée. Voilà. On se chargera, enfin je me chargerai bien sûr donc de faire le lien, de vous transmettre donc les coordonnées de Patrick aussi si vous souhaitez avoir plus d'informations et justement échanger sur toutes ces questions. Je vous remercie à tous, je vous remercie Patrick et à vous aussi architectes qui ont assisté et posé des questions. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous donc une très belle journée et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.